Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et nous retrouvons François Bousquet qui est avec nous en studio. Quelle joie de vous avoir à côté de moi, François Bousquet. Bonjour Clémence. Oui, alors attention, parlez bien dans le micro parce qu'on va profiter du fait que vous soyez là pour vous avoir avec un son parfait, n'est-ce pas? Alors je rappelle, vous êtes rédacteur en chef de la revue Léman, directeur de la Nouvelle Librairie. Alors on va parler de votre travail d'éditeur juste après, évidemment, avec notre invité Alain de Benoît qui arrive ici en studio. Bonjour monsieur. Mais tout de suite, votre chronique aujourd'hui, vous nous parlez du Qatar Football Club, dis donc. Voilà, la charia plus la climatisation. Alors je ne sais pas qui a dit des minarets que ce sont des fusées qui ne décollent pas. Eh bien, au Qatar, elles décollent, ces fusées. Ce sont des ogives sorties des sables dans un lunapark futuriste, moitié parc d'attractions, moitié guichet de banque islamique, où ne poussent que des billets verts. Si le socialisme, c'est les soviets plus l'électricité, alors le Qatar, c'est la charia plus la climatisation, jusqu'à 50 degrés en été. Un solarium géant plus proche de la planète Vénus que de la douceur du Val-de-Loire. Quand on voit les gratte-ciel au loin de Doha, on se croirait quasiment dans une station spatiale en 3D qui se dresse au milieu du désert comme Arrakis, la planète Arrakis, dans Dune, le fabuleux Dune de Frank Herbert. Jamais un pareil micro-État n'aurait dû se voir attribuer l'organisation de la Coupe du Monde de football. Trop petit, trop chaud, trop inhospitalier. Organiser le mondial au Qatar, cela revient à organiser les Jeux Olympiques d'hiver aux îles Caïmans ou le concours de Miss Univers à Kaboul. Une aberration au regard de la logique sportive, écologique, politique, mais pas économique. Et il a fallu tout l'entregent de Nicolas Sarkozy pour convaincre la FIFA de voter en faveur de cet émirat à peine plus grand que 2 modestes départements français. La justice française, d'ailleurs, s'intéresse de très près à un déjeuner discret organisé à l'Élysée le 23 novembre 2010, soit 9 jours avant l'attribution de la Coupe du Monde 2022, avec Michel Platini, Nicolas Sarkozy et le prince héritier du Qatar, aujourd'hui à la tête du pays. Un tournant décisif selon le parquet national financier qui enquête sur ce match truqué de l'attribution. Mais toute truquée soit-elle, cette grande fête du football viendra rompre, un mois durant, la monotonie du wahhabisme climatisé, une doctrine religieuse des plus rigoristes que le Qatar partage avec l'Arabie Saoudite. Un foot sans alcool, sans brassard inclusif, sans droits de l'homme. Alors Allah est grand et le mondial aussi, et Gianni Infantino, le président de la FIFA, englué dans le scandale des Panama Papers, et son prophète woke. Lui qui a dit se sentir qatari, arabe, africain, gay, handicapé, travailleur migrant, que sais-je, et pourquoi pas trans ou même albinos pendant qu'on y est. Plus intersectionnel que Infantino, tu meurs. Il y a moins d'un siècle, ce Monaco, le Qatar, ce Monaco des sables, n'était qu'une longue bande côtière désertique brûlée par le soleil, la côte des pirates, avec des pêcheurs de perles, des contrebandiers enturbanés et des marchands d'esclaves comme dans un roman d'Henri de Montfred. Une féodalité bédouine archaïque à l'instar du puissant voisin saoudien. Mais depuis que la manne gazière a fait basculer l'émirat dans la mégalomanie, les Qataris distinguent un wahhabisme de la mer, avec lunettes de soleil et yachts de luxe, le leur en l'occurrence, beaucoup plus souple, d'un wahhabisme de la terre, plus rétrograde, plus rigide, apanage des Saoudiens. Dans ce gisement de gaz qu'est le Qatar, je rappelle 14% des réserves mondiales de gaz naturel, les plus importantes après celles de la Russie et de l'Iran. Donc de ce gisement est sortie la zone de libre-échange la plus débridée du monde, où siège la première compagnie aérienne mondiale, où mouillent les plus grands méthaniers jamais construits, et où se trouve la plus grande base militaire américaine hors États-Unis. Des téléprédicateurs islamiques en quête de financement y croisent des stars hollywoodiennes en villégiature et des requins de la finance, sans oublier, le plus important, les cohortes de prolétaires asiatiques, plus de 2 millions de migrants, pour l'essentiel indiens et népalais, et qui est une sous-humanité de forçat qui fait la claque pendant les festivités du mondial, spectateur fantoche. Enveloppée dans un fantomatique drap blanc, coiffée d'un turban, la mascotte officielle elle-même semble extraite de SOS Fantôme. Je veux parler du film. Elle est aussi irréelle, aussi éphémère que les îles artificielles de Doha, que les stades flambant neufs à usage unique, que les travailleurs forcés déguisés en ouvriers du bâtiment et les ouvriers du bâtiment déguisés en supporters fictifs. Ou ne parlons pas de l'équipe nationale qatari où les naturalisés sont légion.
Bref, un pays où tout semble faux, même ce qui est vrai, où tout est siliconé, artificialisé, synthétisé, jusqu'à l'air extérieur qui est conditionné. Alors, caprice de milliardaire ou village Potemkin? Miracle ou mirage? Le Tchèque Rachid Ben Saïd Al Maktoum, qui fut l'émir avisé de Dubaï, plaidait pour le scénario du mirage. Mon grand-père, disait-il, se déplaçait en chameau, mon père conduisait une voiture, je vole en jet privé, mais mes fils conduiront des voitures et mes petits-fils se déplaceront en chameau. Plus qu'à un micro-pays, le Qatar ressemble à une compagnie offshore, pareil en cela à ses voisins de la péninsule arabique, qui expérimente un néolibéralisme de l'extrême, conjuguant hypermodernité et paléo-islamisme. Les superlatifs manquent pour décrire la folie des grandeurs qui s'est emparée de ces pétromonarchies où se dressent quelques-uns des plus hauts gratte-ciel du monde, célébrant la rencontre d'Albert Speer et de Walt Disney selon la formule de Mike Davis dans son fameux stade Dubaï du capitalisme. C'est à qui construira la plus haute tour, le technopôle le plus délirant, le musée le plus baroque, l'autoroute la plus large. Mais plutôt qu'à Albert Speer, l'architecte de Hitler, le Qatar célèbre en réalité les noces de Mahomet et de Walt Disney. L'argent, c'est connu, achète tout. Les commissions d'enquête sur les droits de l'homme, les entorses aux droits du travail, le sourire sur la photo officielle. Le Qatar n'exige en retour qu'une seule chose. En retour et en contrepartie de son très dispendieux clientélisme, le silence. Au fil des ans, il est devenu l'investisseur providentiel du capitalisme français, veillant prudemment à rester minoritaire dans les conseils d'administration des fleurons du CAC 40, moyennant bien sûr un régime d'imposition digne d'un paradis fiscal. En échange de quoi, la France équipe l'armée qatari depuis Giscard, solde ses mirages à Doha et y vend ses Airbus. Le Qatar a développé une stratégie d'alliance redoutable, une sorte de diplomatie du grand écart que sa taille, sa position de très relative neutralité et sa richesse autorisent, le plaçant en situation d'arbitre et de conciliateur un peu partout. Pas d'ennemis, rien que des clients, rien que des obligés dans tous les camps à la fois, chez les Capulet et chez les Montaigu. Les câbles de l'ambassade américaine, mis à jour par Wikileaks, ont montré le double jeu du Qatar qui a longtemps fermé les yeux sur les transferts de fonds au profit d'organisations djihadistes. Les démocraties occidentales s'en accommodaient, comme elles s'accommodent aujourd'hui de l'autocratisme féodal d'un émir qui fait feu de tout bois, ou plutôt de tout gaz. Et pour l'heure, cela ne lui réussit pas trop mal. Du grand art, toujours sur deux tableaux, où comment se concilier les grâces des Américains et des talibans, des Iraniens et des Européens, des Israéliens et du Hamas. Sinon, sans parler des climato-sceptiques, le Qatar détient le record mondial des émissions de CO2 par habitant, et des climatologues. L'Émirat a organisé la COP 18. Pour cela, les Qataris n'ont pas l'arme atomique. Ils ont mieux, Al Jazeera. Arme de persuasion massive qui diffuse le mode de vie occidental et les communiqués de l'État islamique. Toujours le grand écart. Première chaîne satellitaire d'information en continu, en langue arabe, la plus regardée et la plus influente, de loin, Al Jazeera a sans nul doute révolutionné l'information au Moyen-Orient, introduisant un timide début de liberté d'expression dans des pays qui jusque-là n'avaient accès qu'à des chaînes publiques. Pour autant, la chaîne a toujours conformé sa ligne éditoriale aux orientations de la diplomatie qatari et d'un islam frériste que l'Émirat exporte un peu partout en Europe. Pour que de pareils outils d'influence deviennent réellement planétaires, le Qatar ne devait pas seulement conquérir la France et l'Europe avec le PSG, mais la planète foot avec l'organisation de la Coupe du Monde 2022. Dut-elle, cette Coupe du Monde, ressembler à un sacre et à un simulacre. Sacre du business, simulacre de football. Merci beaucoup François Bousquet. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.